Bonjour, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des noms scientifiques. Alors parlons d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de déchets radioactifs, de Conan le barbare, de pollution, super pouvoir, de recyclage. Get in. Les extrémophiles c'est cool, et il y a ceux qui résistent aux produits toxiques, il y a ceux qui résistent aux fortes températures, ou aux basses températures, ou aux fortes pressions. C'est rigolo parce que ces deux morceaux se ressemblent beaucoup, et les mécanismes de résistance au froid, ils sont très proches aussi, donc ça tombe bien. Mais parmi les extrémophiles, il y en a qui sont super cool, les extrémophiles radio-résistants. Les radiations ionisantes, c'est pas fifou pour une vie saine. Ce sont des ondes électromagnétiques, telles que les rayons gamma, les rayons X, les rayons UV ou les micro-ondes. Bref, il y en a toute une flopée. Et leur exposition provoque chez les micro-organismes, comme chez nous, les mêmes genres de stress que le stress oxydatif, avec les mêmes conséquences. Dommages à ADN, dommages à ARN, protéines, mort, décès. Alors qu'est-ce que ces radiations? C'est de l'énergie sous forme de particules, telles que les radiations alpha ou bêta par exemple, ou d'ondes électromagnétiques, gamma, X, UV ou les micro-ondes. Ces radiations ionisantes, elles, peuvent aussi causer la radiolyse de l'eau, la dégradation de l'eau par irradiation, et va causer la création de ROS, ce que l'on appelle des Reactive Oxygen Species, ou espèces réactives de l'oxygène, telles que les radicales hydroxyde, superoxyde et les hydrogénoperoxydes. Mais on va appeler ça des ROS, qui vont donner lieu à des dommages à l'ARN, des mutations, des délétions, des trucs chelous. Un des effets les plus connus est l'oxydation causée par ces radiations qui va impacter les protéines, l'ADN, la membrane, bref plein de trucs. Ces dommages, quand ils sont sur l'ADN, vont entraîner des cassures, des délétions et surtout des mutations, ce qui est rarement bon signe. Les particules alpha et les neutrons vont interagir avec les brins d'ADN, lui causant tout un tas de dommages, impactant par exemple le squelette de sucre ou modifiant les bases puriques et pyrimidiques. Ce qui peut représenter jusqu'à 20% des dommages cytotoxiques causés par les radiations ionisantes. Les ROS sont causés par la radiolyse de l'eau, et produisent donc hydroxyde radical, superoxyde anion et peroxyde d'hydrogène. Je me répète, mais c'est important. On peut se retrouver avec des cassures simples ou doubles brins d'ADN, ce qui peut être gênant. S'ils ne sont pas réparés à temps, on se retrouve avec des aberrations chromosomiques qui vont guider vers la mort de la cellule, ce qui va être gênant. Les ROS induisent l'oxydation des protéines, ce qui les dégrade. Mais les radiorésistants ont la capacité de résister aux radiations. En même temps, c'est dans le nom, c'est logique. Par leur mécanisme de réparation de l'ADN, par la production de métabolites en réponse à ces stress, tels que les extrémolites ou des extrémoenzymes. Et ces molécules, elles sont très valables en biotechnologie, comme anticancéreux, antioxydants, inhibiteurs de cycle cellulaire, crème solaire, du colorant, et la production de nanoparticules, ainsi qu'un moyen de booster les poules. Ça vous allez le voir, on va le voir un peu plus tard. On a aussi des micro-organismes qui produisent des pigments photoprotecteurs, capables d'absorber les UV, comme la mélanine le fait chez les humains. Alors c'est vrai qu'on a différentes techniques, on a les techniques dites de culture dépendante et culture indépendante. On se penche beaucoup sur les radiorésistants, surtout depuis 25-30 ans. Sauf qu'avant, on devait cultiver le microbe pour analyser leur diversité et leur activité. Oh merde! Oh c'est con ça! Par exemple, Rubrobacter radiotolérans, Allobacterium salinarium, Kineococcus radioendurans font partie de ces organismes adorables qui ont été isolés à partir d'environnements pas adorables du tout. Bacillus altitudens, Bacillus cereus et Bacillus circulens ont par exemple été trouvés dans des endroits contaminés aux radiations gamma, ce qui n'est pas compatible avec une vie saine normalement. Alors, l'espace. L'espace, c'est pas fifou. Ça craint, il n'y a pas grand chose, et on bouffe des radiations, et en plus, ça caille. Il fait au moins 8000. Mais au bout du compte... La vie trouve toujours un chemin. Ta gueule. Il va nous faire oublier Jurassic World. Et il y a des micro-organismes qui ont survécu plus d'années dans l'ISS. Le fait que ces organismes survivent aux radiations est probablement dû au fait qu'ils vivent dans des milieux extrêmes, qui présentent des stress similaires, ou proches, à ceux issus de la radiation, et sont donc utiles contre ces mêmes radiations, les mécanismes de résistance au stress, je parle. On peut aussi analyser la diversité par métagénomique. Avec l'avancée du séquençage, les microbiologistes se sont mis à séquencer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. On a trouvé des microbes de plus en plus fous dans des lieux comme des résidus miniers, des déchets miniers, des sites touchés par l'exploitation minière, les eaux souterraines contaminées par le radon et d'autres environnements contaminés par les radionucléides.
comme Tchernobyl ou Fukushima. C'est vrai que les microbiologistes se sont mis à séquencer à tout va ces dernières années. Cette technique, qu'on appelle technique indépendante de culture, ouvre une nouvelle porte sur l'étude de la microbiologie des environnements les plus extrêmes et de la tolérance des micro-organismes aux radiations. Et comme on a séquencé à tout va, on a découvert plein de trucs à tout va. Les protéobactéries, les bactéroïdétes, les firmicutes, les percubacteria, les nitrospira, les microgénomates, les tomarchéota et bien d'autres ont démontré une grande résistance aux radiations. C'est vrai qu'on parle pas assez souvent des archées sur cette chaîne. On devrait le faire un peu plus souvent. Donc vous avez tout le choix du monde. Un bon exemple d'endroit intéressant à analyser, c'est Tchernobyl et Fukushima, où il y a plusieurs phyla de bactéries que l'on retrouve souvent quand il s'agit de résistance aux radiations, telles que les protéobactéries, les acidobactéries et les actinobactéries. Et je sais, je varie mes exemples. Un poil plus loin de chez nous, sur un site contaminé à l'uranium de la rivière de Cauvery, on trouve une forte concentration de protéobactéries, des alpha, des bêta, des gamma, des delta et des epsilon, ainsi que, encore une fois, des bactéroïdétes et des firmicutes. Alors qu'on peut également trouver des pseudomonas, des sphingomonas, des nitrosomonas et des acidovorax dans des sites contaminés aux déchets radioactifs. Ça fait beaucoup de noms, ne les retenez pas tous, mais c'est pour vous donner un exemple de la diversité. Les organismes tels que Candidatus nitrotoga, les Parcubacteria et les Rhizobium démontrent également une forte résistance au radon. Et enfin, on a des membres des Thiobacillus, des Géobactères, des Ferribacterium, des pseudomonas, encore une fois, des Desulfotomaculum et des Shewanella, qui sont fréquemment trouvés dans des sols contaminés aux éléments radioactifs. Bref, on a une sacrée liste, et elle va probablement ne faire que s'agrandir. Alors, les mécanismes moléculaires. Toutes les formes de vie meurent suite à une exposition aux radiations. Toutes? Non! Petit groupe d'archées, mais aussi de bactéries, de prokaryotes et même d'eucaryotes résistent encore et toujours aux radiations et au stress qui en résulte, comparé à E. coli ou même à l'être humain. Les organismes qui résistent à ce stress le font en produisant des métabolites, en mettant en place des mécanismes antioxydants et une machinerie de réparation de l'ADN pour contrer le stress causé par l'exposition aux radiations. Si on veut voir quels sont les gènes activés lors de stress aux UV, on peut faire pousser nos microbes sous UV. Je sais. Ça réfléchit dur en labo. Par exemple, le stress aux radiations que l'on s'en prend tous les jours sur le coin du groin, c'est des radiations UV, les UVA, les UVB, les UVC. Un des mécanismes de survie aux radiations, chez les micro-organismes, c'est l'expression de RADB et RADA, comme ces Schulpholobus tocodai, qui sont exprimés plus fortement en cas d'exposition aux UV. Chez une souche de Chlamydomonas isolée en Antarctique, on a vu que la présence de la protéine HSP70, Heat Shock Protein, une protéine de défense contre le choc thermique, triple une fois soumise aux radiations UVB. Certains bacillus radiorésistants synthétisent deux protéines, la flagelline et la protéine de S-layer, similaires à celles des archées, quand elles sont soumises aux radiations. Et on va parler également de Deinococcus radioendurans, ou DD. Qui c'est DD? Qui est une bactérie qui contient deux homologues à LEX-A, les gènes LEX-A1 et LEX-A2, qui sont associés au mécanisme de réparation de l'ADN. Mais DD a bien plus que ça, tellement que ça sera un épisode à part, parce que Deinococcus radioendurans résiste à des doses de radiation de 15 000 Gray, et des flux d'UV de plus de 1000 joules par mètre carré. Ça fait beaucoup là, non? Nous on survit à 5 Gray. Combien? On pèse pas lourd. On a également des cyanobactéries endolytiques qui ont été décrites comme pouvant survivre à des grosses doses UV. Des rhodobactères peuvent survivre à des expositions radionucléides par 5 mécanismes fondamentaux. La biotransformation, la bioaccumulation, la biosorption et la bioprécipitation. Pas la même que celle de Sorengiae, hein. Attention, c'est pas la même. Et la biosolubilisation. Il y a différents mécanismes de survie pour les micro-organismes face au stress et aux déchets générés par les stress radioactifs. Les cyanobactéries, elles, se protègent par un mécanisme de réparation efficace de l'ADN, c'est tout simple. Les Deinococcus, les Kinéococcus et les Rubrobactères, elles, font partie des MVP des bactéries résistantes aux variations. Kinéococcus radiotolerans, par exemple, a été isolé dans une zone radioactive en Caroline du Sud, à Savannah River, et montre une résistance de 2000 Gray par rayonnement, ainsi qu'à stress oxydatif et à la ainsi qu'au stress ainsi qu'au stress oxydatif et à la dessiccation. Kinéococcus radiotolerans utilise des cations pour amplifier sa résistance aux radiations. Bien qu'elle montre le même ratio en manganèse et en fer, quelque chose qui nous sert pour voir à quel point tel ou tel microbe sont résistants au stress oxydatif, elle démontre une plus faible concentration de ces ions à l'intérieur de sa cellule. Petite curiosité comme ça, pour briller en société. Chez Radiotolérance, on pense cependant que ce sont les mécanismes de réparation de l'ADN plus que le recyclage de Ross qui rentrent en jeu. Dans un premier temps, ces gènes de réparation, réplication et recombinaison sont plus exprimés,
comme chez Geothermalis, des radioendurance ou Rubrobacter xylanophilus. Bon, déjà on a une bonne base. Ensuite, Radiotolérance montre une belle collection de résistance au ROS, mais seul 4A est exprimé dans le cas d'un stress. Du côté des thermophiles, les thermophiles, on peut se pencher sur Rubrobacter radiotolérance et Rubrobacter xylanophilus, des membres de la classe des actinobactéria. Ce sont des micro-organismes qui, en plus d'être thermophiles, sont radio-résistants. En même temps, vous vous en doutez, puisqu'on en parle. Radiotolérance peut survivre jusqu'à 11 000 Gray, et xylanophilus peut résister jusqu'à 5500 Gray. C'est quand même plus que 1000 fois nous. Pour des petites bêtes, c'est plutôt pas mal. Radiotolérance, décrit autrefois comme Arthrobacter radiotolérance, a été isolé à partir d'un point chaud radioactif, quand Xylanophilus a été isolé au Royaume-Uni, un environnement moins extrême, sauf si on considère leur cuisine. Radiotolérance a un mécanisme de résistance aux radiations un peu folichon par rapport aux autres radiorésistants. Déjà, on a un taux de cassure par radiation ionisante plus bas, 3 fois plus basse, chez radiotolérance que chez les autres micro-organismes radiorésistants. On rajoute à ça une cuillère de pigments radioprotectifs, genre des caroténoïdes, mais pas n'importe lesquels, de la bactériorubérine, qui donne à la Rubrobacter radiotolérance des capacités de radiorésistance. Ça fait beaucoup de radio, je sais. En conclusion, les radiorésistants sont des organismes qui sont fascinants par leur complexité et leur résistance. Par mettre en place des mécanismes de résistance au stress qui les protègent des agressions de leur environnement, surtout la dessiccation, ils montrent des résistances aux radiations qui font passer Boris Banner pour une chaussette sale. C'est bien beau les micro-organismes avec des super pouvoirs, mais à quoi ça nous sert à nous? Et ben justement, on va voir ça aujourd'hui. On va voir à quoi servent les composés synthétisés par ces micro-organismes radiorésistants. Les micro-organismes radiorésistants, on peut s'en servir pour plein de trucs en biotechnologie, en pharmaceutique, pour leur habilité à produire des métabolites d'intérêt comme des acides aminés, des sucres, des bétaïnes et d'autres dérivés. Bref, des molécules résistantes aux rayons UV, par exemple, aux radiations alpha, bêta ou gamma. Ces molécules sont utilisées comme anticancéreux, antioxydants ou bloquants du cycle cellulaire. Et on va voir à quoi ils peuvent nous servir en biotechnologie ou en pharmaceutique. Par exemple, ils peuvent traiter le cancer. Une protéine d'où nom de tétraterpénoïde déoxyxanthine, qu'on va appeler DX, de DD, peut être utilisé pour sa synthèse de particules d'or à travers la biotransformation. La cytonimine est un pigment marron, soluble dans les lipides qui provient de nostoc punctiforme, qui inhibe la protéine PLK1, polo-like kinase 1, ce qui a provoqué l'apoptose des cellules cancéreuses dans les ostéosarcomes. La cytonimine est donc un potentiel anticancéreux, provoquant la mort de cellules cancéreuses. L'hydroxydéoxanthine, tétraterpène des Deinococcus radioendurans, peut être utilisé pour entraîner la synthèse de nanoparticules d'or, et ces nanoparticules vont provoquer une cascade de réactions en régulant certains gènes qui vont entraîner la production de ROS dans les cellules cancéreuses, et entraîner leur apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée qui ne va pas entraîner l'inflammation, les menant vers un destin tragique et funeste. Oui, on est également lyrique sur la chaîne. Mais Deinococcus radioendurans, ou DD pour les intimes, Qui c'est Dédé? fera l'objet d'un épisode spécial, juste après celui-là. N'hésitez donc pas à vous abonner pour pouvoir le voir, et ne pas manquer toutes les nouveautés de la chaîne. Les molécules telles que la mycosporine-like aminoacide, MAA, la cytonémine, l'ectoïne, la bactériorubérine, la sphérophorine, la panarine, la mélanine et le mannosylglycérate sont des exemples de composés de la famille des mycosporine-like aminoacides. Je ne vous ai pas fait toute la liste parce qu'ils ont des noms imprononçables. Chez les gyrodinium, ainsi que chez Palithoa tuberculosa et Porphyra tenera, eh bien ce sont des micro-organismes qui synthétisent beaucoup de MAA. Au moins vous avez le débarras de long choix. Ces MAA ont également des activités antioxydantes et des activités antiproliférantes. Ils sont aussi utilisés dans les crèmes solaires, des trucs qu'on s'étale sur la peau et qui sont censés nous protéger du soleil. Moi j'ai une meilleure technique, je ne sors pas. Les MAA dans les écrans solaires ont un rôle de photoabsorbant, quand d'autres ont un rôle de lutte contre les ROS en tant qu'antioxydant. L'écotine de Elanphora elongate est utilisée dans les crèmes solaires et aussi en tant qu'antioxydant, 2 pour le prix 2, en protégeant les kératinocines des dommages causés par les UVA, et elle protège également du dessèchement de la peau. Enfin, la mélanine isolée de Sporotrix et de Cryptococcus est également utilisée pour ses propriétés antioxydantes. Les caroténoïdes sont des pigments qui recyclent les ROS et se retrouvent dans de nombreuses espèces dans l'arbre du vivant. Si je vous dis caroténoïdes, vous me répondez carotte. Acadoc. Non, carotte. DD, elle synthétise un caroténoïde un peu spécial nommé la déinoxanthine, parce qu'elle vient de Deinococcus. C'est malin.
une molécule de lutte contre les ROS plus efficace que les carotènes, comme le lycopène ou les bêta-carotènes, ou les xanthophiles. Les caroténoïdes chez DD agissent comme des molécules de recyclage. Ces exopolysaccharides ont montré une bonne capacité de protection contre les ROS en les recyclant. On a parlé un petit peu avant de la cytonémine de Nostoc punctiforme, mais elle est également utilisée dans les crèmes solaires. Cette molécule protège efficacement la cellule des UV, mais pas de la lumière visible. Alors on a d'autres applications pour les radiorésistants, par exemple la bioremédiation. Les extrémolites, des composés synthétisés par les extrémophiles, sont utilisés pour la bioremédiation de déchets radioactifs, entre autres. Par exemple, on a Shewonella putrefaciens et Geobacter sulfuredescens qui ont des enzymes appelées des cytochromes C. Beaucoup de cellules ont des cytochromes C, mais cela nous intéresse aujourd'hui, qui sont mises à profit pour faciliter l'extraction d'isotopes de l'uranium. Tandis que Desulfovibrio desulfuricans a une hydrogénase qui peut réduire le technetium 8, le rendant plus facile à extraire. En même temps, s'il était moins facile à extraire, on s'y intéresserait pas trop. Ouais, c'est pas faux. Un autre mécanisme que l'on peut utiliser, c'est la biostimulation, la bio-augmentation de communautés préexistantes. On va nourrir des microbes qui sont déjà là. Des consortia d'acidophiles et d'acidotolérants ont été ajoutés dans un environnement pour stimuler la réduction du fer et de sulfate, et l'enrichissement de géobactères par addition d'acétate a augmenté la réduction de l'uranium et facilité son extraction. La bioremédiation, ça fera partie d'un épisode à part, parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et qui synthétise beaucoup de données scientifiques. On peut faire de l'électricité aussi. IRRE est une protéine de DD qui régule plein de trucs. La formation de biofilms, la régulation de la transcription, la synthèse de métabolites, bref, plein de trucs. Et une équipe s'est dit que ça pouvait être cool de mettre ces gènes dans un microbe électrique. Parce que oui, Pikachu, c'est un vrai truc. Et ils ont découvert qu'avec ce gène, Pseudomonas aeruginosa, cette bactérie électrique, elle va consommer plus de substrat. Elle va donc être plus résistante au stress aussi. Elle va donc produire plus d'électricité. Pas mal, hein? Une vraie petite pile. On peut utiliser DD en papeterie pour ces biofilms qui sont colorés et résistants à plein de trucs en fait. Et notamment en traitement chimique. Parce que oui, les colorants c'est joli et c'est plein de couleurs. Et je sais, j'ouvre une porte ouverte. Mais ça peut être un brin toxique et un tout petit peu polluant. Mais on peut se servir des pigments bactériens. Ça devient de plus en plus à la mode en recherche d'ailleurs. Les Deinococcus peuvent également aider les poules. En effet, la couleur du jaune est un indicateur de qualité de l'œuf, avec la présence de bêta-carotène et de xanthophiles qui affectent la couleur du jaune et est un indicateur de la santé de la poule. Sauf que les poules, elles ne produisent pas les pigments. Tels que la lutéine, la capsantine, la zéaxanthine et d'autres noms de plus en plus compliqués à prononcer, qui sont essentiels pour le jaune d'œuf, et elles ne transfèrent que 20 à 60% de ces pigments, de la poule à l'œuf. Donc des chercheurs, ils ont étudié DD et ils ont trouvé que ces organismes sont une excellente source de pigments, qui vont non seulement donner une jolie couleur à votre œuf, mais aussi augmenter sa valeur nutritive, vu que ces pigments sont de très bons antioxydants. La bactériorubérine est isolée de Rubrobacter radiotolérans et de Halobacterium alinarium, et peut être utilisée pour réparer les lésions de l'ADN causées par les rayons UV, prévenant donc les cancers de la peau. Et en plus de ça, cette molécule montre un effet antimicrobien contre les bactéries gram positives et gram négatives, et également un agent anti-biofilm. On peut retrouver le terme d'agent anti-biofilm sous le terme d'agent anti-biofouling. Contre Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. DD la terreur peut également synthétiser des nanoparticules d'argent, qui peuvent aussi servir comme anticancéreux, mais aussi comme antibactériens et comme anti-biofouling. Les extrémophiles, c'est cool. Ils survivent dans des conditions débiles et ils font des sujets de vidéos YouTube qui sont parfaits. L'étude des radiorésistants apporte de nombreuses applications dans une multitude de champs. Je vous ai parlé des crèmes solaires, je vous ai parlé de teinture, je vous ai parlé d'anticancéreux, de biofouling et de poules. Ceci vient de l'étude de leur mécanisme des résistances aux pires conditions. Je vous ai également montré qu'on peut s'en servir pour faire de la bioremédiation, c'est-à-dire dépolluer les sols des métaux lourds ou des déchets radioactifs. La régulation des gènes des radiorésistants, une fois soumis au stress, est très étudiée, parce que même si j'en ai beaucoup parlé, il y a toujours plein de questions qui sont en attente de réponse.
Les radiorésistants ont un grand potentiel dans le traitement des sols, la remédiation des éléments radioactifs et des métaux précieux, ainsi que la prévention du traitement du cancer causé par les radiations. Nous pouvons l'utiliser pour développer de nouveaux radioprotecteurs, ou peut-être même pour fabriquer des produits de soins de la peau contre les dommages causés par les radiations ou les radicaux d'oxygène produits au cours du vieillissement normal. C'est assurément une voie de développement à fort potentiel économique, c'est d'ailleurs pour ça que les gens l'étudient à mon avis, puis on peut booster des poules. J'espère que vous êtes prêts, parce que là on va parler d'un micro-organisme tellement balèze que certains scientifiques l'appellent Connor la bactérie. Lorsque les biologistes sont allés voir le site de Hanford dans l'état de Washington, où se trouvaient 107 000 tonnes de combustible de réacteurs usés, ils ont découvert que la vie, telle que Deinococcus radiotolerans la pratique, trouve toujours un chemin. Deinococcus radioendurans est une bactérie extrémophile et l'un des organismes connus les plus résistants aux radiations. Il peut survivre au froid, il peut survivre à la déshydratation, il peut survivre au vide et à l'acide, et est donc connue comme un polyextrémophile. Elle a été répertoriée comme la bactérie connue la plus résistante au monde dans le livre du Guinness des records. C'est pas rien. À ce jour, on dénombre 69 souches de Deinococcus, que l'on peut retrouver dans une variété d'environnements. Les animaux, les plantes, les sables, l'océan, l'air, les déserts, les points chauds, les régions polaires, tout ça. Je vous ai dit qu'elle était balèze, mais attendez de voir la suite. Deinococcus radioendurans, que je vais appeler DD, est une bactérie hétérotrophe, non pathogène, non motile, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, et qui ne forme pas de spores, et elle est aérobie. Elle se développe en formant des colonies rouges ou roses après 2 à 3 jours d'incubation à 30 degrés. Petite subtilité, en plus du reste, est que DD a un point commun avec les oignons. Oui. Non. Oh, il pique les yeux? Non. Elle a des couches. Ils ont des couches. En effet, DD a une paroi très épaisse, comme toutes les grammes positives, mais elle est organisée en 2 membranes séparées par une couche de peptinoglycanes, comme les grammes négatives. On en parle dans le tout premier épisode de la chaîne des différences entre grammes positives et grammes négatives. Mais je pourrais revenir dessus. Certaines souches de Deinococcus, elles, ont une paroi composée de 6 couches. La bactérie radioendurans résiste mieux aux radiations que n'importe quel cafard. Un rayonnement de 5 gray tue un être humain. DD, elle encaisse 15 000 gray. Le nom de Deinococcus radioendurans dérive du grec ancien deinos et kokos, qui signifie grain terrible, et du latin radius et durare, qui signifie survivant aux radiations. En raison de sa résistance, elle a été surnommée Conan la bactérie, en référence à Conan le barbare. DD a été découvert en 1956 par Arthur Anderson à la station expérimentale agricole de l'Oregon, à Corvallis, dans l'Oregon. Les expériences étaient en cours pour déterminer si les aliments en conserve pouvaient être stérilisés à l'aide de fortes doses de rayons gamma. Une boîte de conserve de viande a été exposée à une dose de rayonnement censée tuer toute forme de vie connue. Sauf que non. Au moment de vérifier si tout allait bien, après une petite période de temps, ils se sont rendus compte que la viande commençait à pourrir. Ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui sont en train de la boulotter. Et c'est à la suite de ça que DD a été isolé. On le fait toujours ça d'ailleurs, la stérilisation par l'irradiation. Et c'est pas dangereux. Enfin pour nous, parce que les microbes ils apprécient pas trop. Vous savez, se faire irradier. La séquence complète de l'ADN de DD a été publiée en 1999 par l'Institute for Genome Research. Une annotation détaillée et une analyse du génome sont ensuite apparues en 2001. En août 2020, des scientifiques ont apporté que des bactéries de la Terre, en particulier DD, avaient survécu pendant 3 ans dans l'espace, sur la base d'études menées par la Station Spatiale Internationale. Ces découvertes soutiennent la notion de panspermie, l'hypothèse que la vie existe dans tout l'univers, distribuée de diverses manières, y compris la poussière spatiale, les météoroïdes, les astéroïdes, les comètes, les planétoïdes ou les engins spatiaux contaminés. Cette bactérie répond au stress de son environnement par un nombre complètement débile de ses copies de gènes, ce qui lui permet d'avoir toujours une copie dans la poche pour réparer les morceaux détruits. Oui, parce que cette bestiole est capable de survivre au stress de son environnement. Parce que c'est pas parce qu'une bestiole vit quelque part que ce quelque part est un petit coin de paradis. L'environnement, il a plutôt tendance à vouloir lui péter la gueule. Pour en revenir à Conan, la bactérie est soumise au stress de déshydratation, qui est plus ou moins le même stress que celui émis par la radioactivité. Le hasard. La chance. Un truc cool quand on a des microbes, une station spatiale et beaucoup de financement, c'est qu'on peut envoyer des microbes faire une petite sortie dans l'espace. C'est le but de l'expérience Expose, qui a été conduite entre 2008 et 2015 et qui a permis de développer ce champ de recherche très populaire appelé l'astrobiologie. Ces expériences ont conclu que tout un tas de trucs peuvent survivre à un voyage dans le vide de l'espace, avec par exemple des bactéries comme Bacillus subtilis, qui fait des spores, mais ça on va en parler un peu plus tard, mais aussi des graines et même du lichen, mais également des bactéries non sporulantes telles que
Deinococcus geothermalis. Et oui, pas DD. Enfin, si, mais plus tard. Sauf que ces expériences, elles ont apporté plein de données et donc plein de réponses. Et comme la science est bien faite, ces réponses ont apporté encore plus de questions. Parce que survivre à l'espace, c'est bien, mais comment? Les conditions rencontrées ici sont un peu hostiles à la vie telle qu'on la connaît ici, affectant la multiplication, le métabolisme, la motilité, la virulence, la résistance aux antibiotiques et la production de biofilms. Tout un tas de mécanismes qui sont quand même fondamentaux pour beaucoup de bactéries. Et il y a une bactérie qui est parfaite pour envoyer en orbite, c'est la gram-positive Deinococcus radio-endurance, que je vais continuer d'appeler DD, qui a tout un arsenal de mécanismes pour survivre au pire stress. Et ça a été mis à profit dans le cadre du projet Tampopo. La mission Tampopo est une expérience d'astrobiologie orbitale qui étudie le transfert interplanétaire potentiel à la vie, des composés organiques et d'éventuelles particules terrestres sur l'orbite terrestre basse. Le but est d'évaluer l'hypothèse de la panspermie et la possibilité d'un transport interplanétaire naturel de la vie microbienne ainsi que des composés organiques prébiotiques. DD et E. coli ont le même nombre de fragmentations de leur ADN quand ils sont soumis aux mêmes doses de radiation. Mais là où E. coli meurt, Radio-Endurance, elle, répare son ADN plus efficacement, 33 fois plus que les radiations aux UV. Et il n'y a pas de mécanisme qui prévient les dommages d'arriver. Alors comment DD fait pour se protéger et pour survivre? Eh bien DD protège les protéines. DD a plus de protéines de détoxification des ROS, et plus de manganèse que les organismes sensibles aux radiations. Et par exemple, un des mécanismes, c'est la réparation des excisions de nucléotides, qui permet de réparer un grand nombre de problèmes au niveau de l'ADN. Ça consiste en 4 protéines, UVR A, B, C et D, qui permettent de mettre en place la réparation de l'ADN. Ces synthèses protéiques sont déclenchées par des conditions semblables à ce que l'on trouve dans l'espace, ce qui en fait un bon candidat pour l'envoyer dans l'espace, et voir ce qui se passe. Les radiations UV causent entre autres la formation de bipyrimidine, qui entraîne l'apparition de mutations car elle interfère avec la réplication de l'ADN. Ça c'est jamais bon signe. En général, la lésion à l'ADN induite par les UV vont se réparer par une réaction photochimique, c'est-à-dire avec comme source d'énergie la lumière, qui va attirer une enzyme pour réparer les dimères de pyrimidine, qui sont un peu les gros trucs qui se passent dans ce genre de cas. Sauf que Radio-Endurance, elle n'a pas ça. Au lieu de ce mécanisme, elle utilise un mécanisme de réparation par excision de nucléotides. On va couper, chérie. Et on va réparer ça, et c'est un mécanisme qui est mis en place par les protéines UVR, qui est utilisé chez les prokaryotes. Ce sont des protéines clés chez les Radio-Endurance, et on a découvert qu'après exposition au vide spatial, ces protéines étaient mieux exprimées. Les protéines UVR travaillent ensemble, avec UVRA guidant UVRB jusqu'à la lésion. Radio-Endurance est une bactérie qui peut dégrader les protéines et les acides aminés, et ça peut être induit en cas de radiation ionisante. Par exemple, on a trouvé 9 protéases dont la production est provoquée par une exposition à l'espace. Radio-Endurance ne peut pas utiliser d'ammonium comme source d'azote, et l'azote c'est important pour plein de trucs, genre la synthèse des protéines. Du coup, l'astuce qu'elle a trouvée, c'est qu'elle va recycler toutes ces protéines qui sont dégradées à cause de ces radiations, et les recycler pour en synthétiser de nouvelles. Un des exemples, c'est la différence de concentration de glutamine dans des bactéries qui ont été exposées versus celles qui ont servi de témoins à l'expérience, pas à un mariage. Et pourquoi la glutamine? Eh ben, c'est très simple. On a regardé ça parce que c'est un des acides aminés les plus importants pour réparer les dommages faits aux acides nucléiques après une exposition à l'espace. Un autre facteur Bonjour, c'est pour recommander. Qui rend Radio-Endurance complètement OP pour les visites spatiales, c'est que les chercheurs ont remarqué une augmentation des protéines jouant un rôle dans la synthèse de pyrimidine, mécanisme requis pour avoir de belles cellules qui prolifèrent tout comme il faut. Le fait d'avoir une augmentation de la synthèse de pyrimidine sous stress induit que c'est sûrement un mécanisme de résistance à ce distress, même si pour ça il va falloir faire d'autres manips pour aller un peu plus loin. Quelque chose que Radio-Endurance exprime beaucoup, c'est la catalase et la superoxyde dismutase, des enzymes mises en jeu pour détoxifier les radicaux libres et le stress oxydatif causé par les dérivés réactifs de l'oxygène, ou les ROS, on en a parlé comme ça assez souvent. Et ces enzymes, parmi d'autres, elles sont surexprimées en tant que mécanisme de défense contre les radiations ionisantes. Et ça tombe bien, parce que des radiations ionisantes, il y en a plein dans l'espace. Du coup, DD, elle est blindée contre ce genre de stress. L'équipe qui a envoyé DD dans l'espace a également trouvé que la synthèse de polyamine était un mécanisme de réponse au stress à l'exposition à l'espace. L'étude pointe également que DD module la synthèse de ces protéines de membrane, et que ça lui permet d'excréter les déchets de son métabolisme, et ceux générés par le stress induit par les radiations. En plus de ça, ils ont montré que les mécanismes de défense face au stress oxydatif étaient tout à fait valables contre le stress induit par l'espace. Encore une fois, mécanisme couplé à la réponse des protéines UVRA, B et C. Du coup, DD peut survivre à un fort stress oxydatif, aux radiations et à l'espace,
avec les mêmes mécanismes qui sont très développés chez elle. Coup de bol. Le fait que DD puisse survivre à des conditions de ouf a un peu alimenté des théories un peu folles, allant de la panspermie, le fait que la vie soit arrivée par astéroïde, ce qui peut se tenir. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Ou qu'elle a été envoyée sur Terre pour aider l'humanité à maîtriser le pouvoir de l'atome. J'ai pas besoin de commenter. Mais bon, de là à dire que DD est arrivé en surfant sur un astéroïde tel un surfeur d'argent, ou Nyan 4, j'ai des doutes. DD peut se prendre jusqu'à 15 000 graisses en bronchée. Et nous, 5. Plus une résistance aux UV, à la dessiccation et au stress oxydatif. Pas mal pour une bactérie trouvée dans une canette de viande irradiée. DD est solide sur ses appuis, et elle résiste à une chier de stress. Que ce soit des radiations ionisantes ou non ionisantes, ou en dérivés réactifs de l'oxygène, les ROS. Le génome de DD est très intriqué dans ses copies, ce qui lui confère un mécanisme de survie efficace, car elle a 1. Plein de copies sous le coude, et 2. Un mécanisme de réparation qui va mettre à profit cette proximité. Double effet qui se coule. Pour vous donner une idée, E. coli et DD ont le même nombre de cassures sous le même stress. Sauf que la structure de DD la rend plus solide face à ses lésions. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. En comparaison, là où E. coli casse sa pipe avec 12 cassures de son ADN double brin, DD peut encaisser jusqu'à 200 de ses cassures. Deinococcus se développe par tétrade, c'est-à-dire un groupe de 4 cellules C'est pas compliqué de les regarder, regardez bien mes doigts. protégées par une grosse enveloppe de carbohydrates, ce qui rajoute de l'endurance. De plus, un des secrets de Deinococcus est le fait qu'elle a plusieurs copies de son génome, qui est lui-même très impacté, et ça joue un rôle dans la survie de la bactérie quand exposée à tout un tas de stress, tels que les radiations ionisantes, les UV, l'oxydation, la dessiccation, j'en passe et des meilleurs. DD met en place une multitude de mécanismes pour contrer ces stress. Au début, on pensait que DD contrait les dommages causés à son ADN. Et pour ça on a fait plein d'études pour comparer son génome à des bactéries radiosensibles. Les protéines sont très importantes et très sensibles au rayonnement ionisant. Or DD accumule des complexes manganèse, des molécules qui détoxifient les ROS et donc protègent l'activité des enzymes qui réparent l'ADN. Et c'est ça le gros secret de DD. Elle n'empêche pas les lésions de son ADN. Elle empêche les lésions sur les protéines qui réparent l'ADN. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? Et c'est toute la subtilité. Protéger le protéome plutôt que le génome. Et surprenamment, DD ne montre pas de mécanisme spécifique pour contrer les dommages à l'ADN. Voire même, elle a des mécanismes plus simplistes que pour E. coli ou Bacillus subtilis. Genre, il lui manque même des protéines. Cependant, DD a énormément de copies de son génome. Je vous le dis et je vous le répète. Ça va, on a compris. Avec de nombreuses copies de gènes tels que ceux codant pour l'ADNA glycosylase, une enzyme qui joue un rôle dans le mécanisme d'excision de base qui contribue à réparer l'ADN. On a aussi fait des analyses moléculaires des mécanismes de DD avec des gènes tels que DDR-A, DDR-B et PPR-I qui montrent une plus grande expression quand on la soumet au rayon gamma. A l'inverse, quand on supprime PPR-I, on va augmenter la sensibilité aux radiations, vu que ces gènes régulent le gène REC-A, qui code pour la recombinase A, qui est l'enzyme mise en cause dans la recombinaison homologue, un mécanisme qu'on verra plus tard. Et PPR-A, une protéine pliotropique, c'est-à-dire qu'elle a des effets partout, genre à la ligation de l'ADN, mais aussi sur d'autres aspects du métabolisme. Le secret de DD, c'est surtout son arsenal enzymatique et non enzymatique de défense contre l'oxydation comparé aux bactéries sensibles aux radiations. Les caroténoïdes, par exemple, sont de très bons recycleurs de ROS. Il y a deux grands types de mécanismes de réparation chez DD, la réparation de l'ADN et la réparation de la cellule. Et on va voir les deux. Alors, la recombinaison homologue, c'est un mécanisme bien connu. On peut aller très très loin dans les détails, mais on va garder notre santé mentale et aller à l'essentiel. La recombinaison homologue, c'est le mécanisme le plus important pour réparer les dommages à l'ADN. Ce mécanisme utilise un brin sain d'ADN comme support pour corriger le brin endommagé. Une des étapes importantes de ce mécanisme dans la recombinaison homologue est le système REC, avec REC-A qui va guider le brin lésé jusqu'à REC-B-CD et REC-fort, afin de le guider vers un support viable. Chez DD, il n'y a pas de REC-B et REC-C, donc c'est le système REC-fort qui est en jeu. Mais c'est un mécanisme important.
Ouais, c'est pas faux. Un des mécanismes de réponse de DD, c'est également le mécanisme ESDSA, Extended Synthesis Dependent Strand Annealing. Je vais pas le répéter. Quand il y a une grosse dose de radiation, le génome de DD va se fragmenter, on l'a dit avant. Et plutôt que d'essayer de réparer tout ça, ou de limiter la casse, la bactérie va utiliser tous ces morceaux de brins qui traînent, les assembler ensemble et s'en servir comme modèle pour la réparation de ces brins lésés. Et une fois ces brins linéarisés, ces grands fragments vont servir de copies de génome qui seront repérés par REC-A pour faire de la recombinaison homologue. C'est du recyclage de l'extrême. La protéine clé de ce mécanisme, c'est DDRB, dont la synthèse est déclenchée par les radiations, et qui va aider à la circularisation du dit brin d'ADN. Des études ont montré que DDRB est fondamental pour la circularisation de simples brins d'ADN, et que sans ça, la bactérie met beaucoup plus de temps à déclencher les mécanismes, ce qui ralentit la réparation de l'ADN. De plus, DDRB aide à l'assemblage d'un large nombre de petits fragments générés dans le cadre d'irradiations les plus extrêmes, ce qui va aider pour le mécanisme de ESDSA. Il y a eu aussi la mise en évidence que le mécanisme REC4, qui sonne comme Roquefort, joue un rôle capital dans la réparation de l'ADN au travers du mécanisme ESDSA. Comment on a su? C'est facile, on a défoncé les gènes REC-F, O et R, et on s'est rendu compte que ça augmentait la sensibilité aux rayons gamma. Le mécanisme d'excision et de réparation a deux variantes, l'excision de base et l'excision de nucléotides. Alors l'assemblage phosphate-sucre-base azoté constitue ce qu'on appelle un nucléotide, c'est ce qui compose l'ADN. Tous les nucléotides sont constitués d'une partie commune, un phosphate et un sucre, et d'une partie différente, les bases azotées. L'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine et l'uracile quand on est sur de l'ARN. On a donc un nucléotide composé d'un phosphate sucre et d'une base azotée. Le système de coupure de base corrige les petites lésions causées à l'ADN. S'il y a quelque chose qui cloche dans la structure de cette base, on coupe. Ah, ça va couper, chérie. Ce mécanisme met en jeu l'ADN glycosylase qui va couper le lien entre le désoxyribose et la base. Et le creux va être comblé ensuite par d'autres protéines, puis progressivement réparé. Habile. Le mésappariement de l'ADN répare les délétions plutôt que les insertions, tous deux étant des mutations qui peuvent être causées par les radiations. Galère. Et ceci peut être dû à la polyploïdie de DD. Un exemple, les ROS peuvent transformer la guanine en 8-oxoguanine, ce qui entraîne une mutation des bases GC en AT. L'uracile produit va être reconnu par une enzyme, l'uracile DN glycosylase, et DD, elle a 4 enzymes différentes de cette famille. C'est pas compliqué de les regarder. Regardez bien mes doigts. Augmentant la sensibilité de la détection des mutations et donc réduisant le taux de mutation de cytosine en thymine. Après la réparation des dommages à l'ADN, on va voir comment DD sauve ses protéines. DD, comme toutes les bactéries, a plein de protéases, des enzymes qui digèrent les protéines. Et elle se sert de ces protéases pour dégrader les protéines qui sont trop dégradées pour être utilisées. Mais oui, c'est clair. Et ce mécanisme permet de recycler des protéines qui n'auraient aucune activité, l'aidant à résister aux différents stress, tels que le stress thermique, les ROS ou les radiations. On a remarqué que les Deinococcus ont une activité de dégradation des protéines plus élevée quand elles sont soumises au stress. Deinococcus a un groupe de protéines que l'on ne trouve que chez les extrémophiles, des hydrolases de la famille des nudix. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Qui enlèvent les groupes diphosphate des nucléotides triphosphates, qui sont endommagés et empêchent leur incorporation à l'ADN. Le génome de DD code pour 23 de ces protéines, avec 5 dont la synthèse est induite en cas d'irradiation. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? La protéine PPRI va stimuler REC-A en cas de dommage par les radiations. PPRI régule la synthèse de protéines, y compris celles qui ont un rôle dans la réparation de l'ADN, et son activité dépend de la concentration en manganèse dans la cellule. Ça tombe bien, DD elle en a plein du manganèse. PPRI accélère la réparation des dommages à l'ADN en régulant l'expression des gènes de réparation de l'ADN, et donc la synthèse des protéines liées à ce mécanisme. Dans le même registre, on a la famille GRE, qui ont le même rôle. Elle va augmenter la transcription à certains sites en se liant à l'ARN polymérase, et son activité est liée à la concentration en manganèse et à la concentration de PPRI. Oui, PPRI s'autorégule. C'est ce que l'on appelle un facteur de transcription, qui va guider la machinerie vers des sites spécifiques pour répondre efficacement à telle ou telle situation. En gros, ces facteurs vont prendre par la main la machinerie de transcription pour la guider sur une séquence précise. Je sais que j'en ai déjà parlé avant, mais je me permets de le répéter, comme ça si vous venez d'arriver et que vous avez oublié de vous abonner, vous savez ce qu'est un facteur de transcription. On va attaquer un gros morceau. Les ROS, c'est pas ouf. Ça fait 4 épisodes que je le dis. Ce sont des produits qui se créent après l'irradiation de l'eau, entre autres, ce qui est gênant parce que de l'eau dans les cellules, il y en a un peu. À la boulette.
Ces ROS, elles peuvent détruire l'ARN, l'ADN et les protéines, étant donc une sacrée menace pour la viabilité de la cellule. La capacité d'une cellule à se débarrasser des ROS va refléter sa capacité à lutter contre l'oxydation. Et DD, elle code pour un tas d'antioxydants. Des peroxydases, des catalases, des superoxydes dismutases et des protéines appelées des DPS. Ce joli petit paquet, mis bout à bout, donne à DD une capacité de lutter contre les ROS 10 fois supérieure à E. coli. DPS est une famille de protéines qui va lier le fer 2 et l'oxydé en fer 3, ce qui va permettre de stopper la prolifération des radicaux libres. Elle se lie également très facilement à l'ADN, le protégeant des radicaux hydroxyles. Un autre mécanisme, c'est une importante concentration en manganèse et en fer, qui peuvent aider à gérer les ROS, même si une trop grande concentration en fer peut être dangereux pour la cellule. On en a parlé tout au long, mais de nombreuses protéines détoxifiantes sont dépendantes de la concentration en manganèse, avec des concentrations de protéines dépendantes du manganèse plus élevées chez les bactéries sensibles aux radiations. Et enfin, les caroténoïdes seraient un mécanisme de protection contre les radiations. Entre DD et E. coli, on a remarqué qu'il y avait plus ou moins le même nombre de superoxydes dismutases, une enzyme qui s'occupe de détoxifier les ROS, et de catalases, mais que l'activité chez DD est plus élevée. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. La déinoxanthine est un produit central de la production de caroténoïdes chez DD, car elle a une très grande capacité de recyclage des ROS et protège l'ADN du stress oxydatif. Et les souches qui montrent des délétions de ces gènes sont plus vulnérables aux radiations. Pas de bol. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et pour finir, on a la pyrroloquinoline quinone, je ne le répéterai pas, qui est un cofacteur pour la glucose déshydrogénase chez les bactéries. C'est une molécule qui va aider une enzyme appelée la glucose déshydrogénase, et sera également un agent antioxydant. Quand on insère le gène PQQ chez E. coli, elle montre une plus grande résistance au stress oxydatif. Du coup, PQQ et la déinoxanthine contribuent aux résistances aux rayons gamma. Le tréhalose est un sucre, et c'est également un composé qui aide à lutter contre le stress sous différentes formes. On en trouve jusqu'à 20% de la masse cellulaire chez certains micro-organismes. Ils peuvent être utiles en tant que composant structural de la cellule, par exemple pour le maintien de la membrane, ou comme source d'énergie, de molécules de transport, de régulation de signalétique. Bref, plein de trucs. Et le tréhalose, il augmente également la résistance à différents stress. Et la synthèse de ce sucre, elle est régulée par PPRI, tout est lié, ainsi que par le facteur RPOS. Un autre gène qu'on verra un jour peut-être. Dans le même temps, le tréhalose va augmenter l'activité des enzymes antioxydantes, inhiber la peroxydation des lipides, un des effets négatifs des ROS, et empêcher l'accumulation de ces ROS. Enfin, le tréhalose régule le glycométabolisme, et va donc moduler l'activité des enzymes clés telles que les hexokinases, des enzymes qui déplacent des trucs dans la cellule. Le tréhalose va moduler les interactions entre lipides et protéines pour stabiliser la membrane, affecter les ATPases transmembranaires, les enzymes qui produisent de l'ATP, le fuel dans la cellule, et modifier l'activité des kinases. Pour conclure sur le tréhalose, ce dernier a un énorme impact sur le métabolisme et sur les réactions au stress, en agissant sur de nombreux mécanismes de réponse à ces stress. C'est une molécule de résistance au stress très intéressante à étudier en recherche au niveau de l'évolution et de l'adaptation des microbes au stress environnemental. On a parlé de DD, on a vu comment on l'a découvert et les 2-3 mécanismes de résistance aux radiations qui lui permettent de résister à près de 3000 fois la dose de radiation mortelle pour un être humain. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et ben on va le voir maintenant, tout de suite. Quand on étudie un micro-organisme, on peut avoir plusieurs objectifs. Ça peut être pour des raisons médicales, tenter de décrypter des mécanismes qui peuvent s'appliquer à combattre certaines pathologies, à faire du pognon aussi, on va pas se voiler la face. J'aime l'argent. Pour des raisons de biologie fondamentale, découvrir comment certains mécanismes fonctionnent, comment la vie trouve toujours un chemin, ou on peut aussi vouloir en faire une machine à cash, comme en médecine, mais différent. Et là on peut s'en servir comme mécanisme de production de composés ou de bioremédiation. La bioremédiation, c'est ce processus qui sert à dépolluer les sols via des organismes vivants. Et en général, on se sert d'extrémophiles parce que c'est souvent des environnements peu accommodants. On peut s'en servir pour dépolluer les sols, du mercure ou du plomb, et même pour extraire de l'or. Et Deinococcus radio-endurance, elle peut servir à ça aussi. Elle n'est pas la seule. La pollution, c'est pas ouf. Oui, on commence doucement. Les extrémophiles, c'est cool à étudier. C'est des bestioles qui vivent dans des environnements de fous, dans des conditions les plus hostiles, et elles kiffent.
Elles en ont besoin pour grandir. Et Deinococcus radio-endurans en est un bon exemple. DD est étudié pour plein de trucs, mais ce qui nous intéresse en premier, c'est la bioremédiation, ou l'utilisation des micro-organismes pour dépolluer les sols et réparer les dégâts que des compagnies peu scrupuleuses ont fait. Et n'oubliez pas dans quel monde on vit. Pouvant survivre à des doses de 15 000 gray ou des flux de 60 gray par heure, DD encaisse 250 fois plus de radiation que colis, 1000 fois plus qu'un eucaryote et 3000 fois plus qu'un être humain. Ça fait beaucoup. Et on s'est aperçu que DD, avec son arsenal de mécanismes pour résister aux conditions les plus amicales, elle marchait bien comme organisme pour la dépollution. En même temps, on en parle maintenant. La pollution de l'environnement, sa prévention et son contrôle efficace ont toujours été un sujet mondial, un peu plus à la mode dernièrement. Et la pollution des sols est devenue de plus en plus grave. Les métaux lourds, désignant principalement le cadmium, le chrome, le mercure, le plomb, l'arsenic et d'autres métaux hautement toxiques. En outre, ils englobent également des ions de métaux lourds présentant une certaine toxicité tels que le cuivre, le cobalt, le zinc, le nickel, l'étain, le vanadium, j'en passe et des meilleurs. Les métaux lourds du sol ont une faible mobilité, de long terme de séjour et sont difficiles à éliminer du sol, ce qui rend leur assainissement très difficile. Dans les processus de la fabrication de machines, de l'industrie de la fonte, de l'industrie chimique, de l'électronique et d'autres industries, des eaux usées riches en ions de métaux lourds sont souvent produites, et ces métaux lourds peuvent être enrichis dans la chaîne alimentaire. Oh merde! Oh, c'est con ça! Atteignant les êtres humains ou le bétail, entraînant de nombreuses maladies, affectant gravement la santé humaine, la sécurité alimentaire et le développement de l'élevage. On a un cas classique d'empoisonnement aux métaux lourds avec le saturnisme, qui est une surdose de plomb, à différencier du jupitérisme, qui est une surdose de con. On a différents mécanismes pour la bioremédiation de métaux lourds. L'enrichissement extracellulaire, où les cellules vont précipiter l'élément en question. La transformation via la surface de la cellule, où vont s'agglomérer les éléments sur elle. La transformation intracellulaire, pareil, mais à l'intérieur, avec comme point final la précipitation des dits métaux lourds qu'on va récolter. Et tout ça, ça va se faire par la biotransformation, qui va modifier le composé en question. La bioaccumulation, qui va concentrer le composé, la biosorption qui va agglomérer le composé pour l'extraire plus facilement, la bioprécipitation qui va précipiter le composé, et la biosolubilisation, où là c'est l'inverse, on va le solubiliser. Habile. Avec ces processus, on peut faire perdre aux métaux lourds leur caractère toxique, en étant un produit du métabolisme ou en étant greffé à la surface de la cellule, avec d'autres mécanismes comme l'adsorption, la précipitation ou la transformation de valence, par exemple le mercure 2+ en mercure 0. Et ce qu'il faut pour un bon bioremédiateur, c'est la résistance aux métaux lourds et à divers stress. Et vous savez qui c'est qui a une résistance aux métaux lourds? Et c'est DD. Un exemple tout bête, c'est l'arsenal que DD démontre contre les métaux lourds, comme l'arsenic. En effet, certaines souches de Deinococcus démontrent des gènes appelés gènes ARSB et ARSR, qui détoxifient l'arsenic. Des gènes de l'arsenate réductase, des protéines pour l'excrétion et la détoxification de métaux lourds. La pollution, c'est pas ouf. Je sais, personne n'enfonce des portes ouvertes aussi bien que moi. Et la décontamination de cette pollution pose de nombreuses questions, en particulier les pollutions associées aux radionucléides, telles que l'uranium et le thorium, qui sont complexes pour leur nocivité, leur mobilité et leur durée de vie. Il y a plusieurs mécanismes pour la bioremédiation des radionucléides, qui sont les mêmes que pour les métaux lourds. Et la star de la bioremédiation, allez deviner, c'est DD. Un exemple de l'efficacité de DD, c'est qu'elle peut extraire des radionucléides comme l'uranium 4 à un taux de 90% et le cobalt 6 à un taux de 60%. Pas mal donc. De l'autre côté, on a Micrococcus luteus qui peut extraire le cadmium à un taux de 444 micromoles par gramme. Ça ne vous parle probablement pas, c'est pour vous donner une idée que c'est un mécanisme qui a été testé et qui est quantifié. DD est un peu une superstar du domaine, elle résiste à tout, à tel point qu'on l'appelle Conan la bactérie. Et en plus, on peut s'en servir pour plein de trucs. La bête résiste aux radiations, aux métaux lourds, au stress oxydatif, au stress ionisant, aux UV, à la température, voire même à la complexité de l'administration française. Non, je déconne, elle n'est pas si balèze que ça. En bref, DD peut tolérer des doses importantes de radiation, mais également produire un grand nombre de molécules d'intérêt pour répondre au stress causé par ces variations. Stress qui entraîne des dommages qui sont communs à d'autres types de stress, comme la nature est bien faite.
Ces molécules d'intérêt, on va s'en servir pour répondre à tout un tas de problématiques telles que le cancer, le biofouling ou les crèmes solaires. Sa haute résistance au stress en fait une bactérie unique parmi des organismes déjà hors du commun. Sauf que ce qu'on connaît des mécanismes de stress, on peut les insérer dans les micro-organismes pour procéder à tout un tas d'applications. Par exemple, les gènes PPRI ont été introduits chez E. coli pour exacerber sa résistance aux environnements moyen friendly. C'est une idée comme une autre. Bref, les extrémophiles, c'est quelque chose de très important à étudier, et aussi quelque chose de très intéressant à étudier. Ils démontrent tout un tas de mécanismes pour faire face à des conditions de vie beaucoup plus intenses que ce que l'on vit nous, et ne vous inquiétez pas, mais dans un futur pas si lointain, il y aura des épisodes sur les thermophiles, les psychrophiles et les piézophiles. C'était le dernier épisode sur les radiorésistants. J'espère que cette mini-série vous a plu. Cet épisode sur Deinococcus est un peu plus léger. En effet, sur le deuxième épisode sur les radiorésistants, je vous ai parlé des utilisations. Et cet épisode est un peu un complément, plus que vraiment un épisode à part entière. J'espère que cette mini-série vous a plu, j'espère que la nouvelle façon de filmer et ma nouvelle façon d'enregistrer vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et plus de microbes.